En 1851, dans une commune isolée de Normandie, des ouvriers qui restauraient la crypte de l'ancien couvent de Sainte-Thérèse ont fait une découverte si troublante qu'ils ont abandonné le chantier en pleine nuit. 120 ans auparavant, en 1731, une jeune religieuse nommée Marguerite de Beaulieu avait mystérieusement disparu de ce même établissement. Ce que ces hommes ont trouvé sous les dalles millénaires a révélé une vérité si dérangeante que l'Église a immédiatement ordonné le silence absolu. Aujourd'hui encore, les archives diocésaines gardent le secret sur cette affaire qui a ébranlé les fondements même de la foi dans cette région. Si vous sentez déjà un frisson vous parcourir l'échine, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre présence nous accompagne dans cette plongée vers l'une des histoires les plus sombres de l'histoire religieuse française. L'année 1731 marque un tournant dans l'histoire de la France. Louis XV règne depuis 16 ans et le royaume traverse une période de prospérité relative après les guerres dévastatrices du siècle précédent. Dans cette France du XVIIIe siècle naissant, l'Église catholique demeure une institution puissante, propriétaire d'immenses domaines et gardienne d'une influence spirituelle sans pareille sur les populations rurales. C'est dans ce contexte que se dresse le couvent de Sainte-Thérèse, niché dans les collines verdoyantes qui surplombent la vallée de la Seule, à quelques lieues de Bayeux. Cette abbaye bénédictine, fondée en 1247 par dame Isabelle de Crépon, veuve d'un baron local mort en croisade, accueille depuis près de 5 siècles une communauté de religieuses issues principalement de la noblesse normande et de la riche bourgeoisie parisienne. L'architecture du couvent témoigne de cette longue histoire. Les bâtiments s'organisent autour d'un cloître central aux colonnes de calcaire blanc, où résonne perpétuellement le murmure des fontaines et le bruissement des feuilles de tilleul séculaires. La chapelle, joyau de l'art gothique normand, élève ses voûtes vers le ciel à travers des vitraux qui transforment la lumière en kaléidoscope de couleurs sacrées. Mais c'est la crypte, vestige de l'édifice roman primitif, qui constitue le cœur spirituel de l'établissement. Cette crypte, taillée dans le roc calcaire, abrite les tombeaux des fondatrices et des bienfaitrices du couvent. L'air y est perpétuellement frais, chargé de l'odeur âcre de la pierre humide et des cierges qui brûlent jour et nuit devant les sépultures. Les religieuses s'y rendent quotidiennement pour leur dévotion personnelle, dans un silence que ne trouble que l'écho de leurs pas sur les dalles usées par 5 siècles de prières. En cette fin d'année 1731, 42 religieuses vivent entre ces murs sous l'autorité de mère Agnès de Montclerc, une femme de 58 ans qui dirige la communauté depuis 15 années. Femme de caractère, issue d'une famille de parlementaires rouennais, elle a su maintenir la discipline tout en préservant la réputation d'excellence spirituelle et intellectuelle de son établissement. Les journées au couvent s'écoulent selon un rythme immuable, scandé par les 7 offices quotidiens. Matine à 4 heures du matin, laude au lever du soleil. Prime, tierce, sexte, nonne, vêpres au coucher du soleil et complis avant le repos nocturne. Entre ces temps de prière commune, les religieuses se consacrent aux travaux manuels, à l'étude des écritures, à la copie de manuscrits et à l'éducation des jeunes pensionnaires dont les familles payent grassement l'instruction. Cette vie régulière, cette apparente sérénité, cette dévotion exemplaire, tout cela allait basculer en quelques heures par une nuit glaciale de décembre 1731. Quand les secrets les plus noirs de cette institution sainte allaient enfin remonter à la surface. L'hiver 1731 fut d'une rigueur exceptionnelle. Dès le mois de novembre, des gelées précoces avaient saisi la Normandie, figeant les rivières et recouvrant les prairies d'un linceul de givre qui ne fondait plus même aux heures les plus chaudes du jour. Dans le couvent de Sainte-Thérèse, les religieuses avaient organisé leur vie autour de cette bataille constante contre le froid. Les braséros rougeoyaient dans les couloirs, les épaisses tentures de laine protégèrent les fenêtres, et chaque sœur gardait précieusement sous son habit une bouillotte de grès remplie d'eau chaude. C'est dans cette atmosphère de froid mordant que vivait sœur Marguerite de Beaulieu, une jeune femme de 23 ans qui avait prononcé ses vœux définitifs 3 ans auparavant.
Marguerite incarnait tout ce que l'aristocratie française pouvait produire de plus raffiné. Une beauté délicate aux traits fins, une intelligence vive nourrie par la meilleure éducation, une connaissance remarquable du latin, du grec et des textes sacrés. Mais derrière cette perfection apparente se cachait un esprit indépendant, curieux, parfois rebelle, qui n'acceptait pas aveuglément les vérités établies. Les circonstances de son entrée au couvent demeuraient mystérieuses. Fille cadette du comte Armand de Beaulieu, seigneur de Courville-sur-Eure, elle avait été envoyée chez les bénédictines après ce que sa famille appelait pudiquement un incident regrettable. Personne ne connaissait la nature exacte de cet incident, mais les ragots de salon parlaient d'une liaison interdite, peut-être même d'un enfant illégitime, dont on avait fait disparaître toute trace. Marguerite avait accepté sa condition avec une résignation qui cachait mal une profonde amertume. Elle s'était investie corps et âme dans la vie religieuse, trouvant dans l'étude et la prière un refuge à ses tourments intérieurs. Sa cellule, spartiate comme toutes les autres, se distinguait par l'impressionnante collection de manuscrits qu'elle avait rassemblés. Commentaires patristiques, traités de théologie, chroniques historiques, et même quelques ouvrages profanes qu'elle cachait soigneusement sous sa paillasse. Car Marguerite avait une passion dévorante pour l'histoire. Elle passait de longues heures dans la bibliothèque du couvent, une salle voûtée où s'alignaient près de 3000 volumes, legs de générations de religieuses érudites. Elle y étudiait les chroniques des siècles passés, les bulles pontificales, les chartes royales, reconstituant patiemment l'histoire de son couvent et de la région. Cette passion pour l'histoire allait sceller son destin. Depuis quelques mois, Marguerite avait entrepris de cataloguer les archives du couvent, une tâche colossale que mère Agnès lui avait confiée pour occuper son esprit trop curieux. Ces archives, conservées dans une pièce voûtée adjacente à la bibliothèque, contenaient 5 siècles de documents. Correspondances, comptes, donations, testaments, bulles d'indulgence, procès-verbaux de visites épiscopales. C'est en classant ces papiers jaunis que Marguerite commença à découvrir des incohérences troublantes. Certaines donations importantes mentionnées dans les chroniques ne se retrouvaient pas dans les comptes. Des sommes considérables semblaient avoir disparu sans explication. Des biens fonciers légués au couvent n'apparaissaient plus dans les inventaires récents. Mais ce qui l'intrigua le plus, ce fut la découverte d'une correspondance secrète entre mère Agnès et un certain Monsieur de Villeroy, mystérieux personnage qui semblait parfaitement informé des affaires internes du couvent. Ces lettres, cachées dans un double fond d'un coffre de chêne, révélaient des détails troublants sur la vie privée des pensionnaires, sur les secrets de leur famille, sur leur fortune et leurs alliances. Les semaines précédant sa disparition, Marguerite avait modifié son comportement. Ses consoeurs remarquèrent qu'elle semblait préoccupée, nerveuse, qu'elle sursautait au moindre bruit. Elle avait cessé de participer aux récréations communes, préférant s'isoler dans sa cellule ou dans la bibliothèque. Pendant les offices, on la voyait souvent distraite, le regard perdu dans le vide, comme si elle réfléchissait à des problèmes insolubles. Sœur Clotilde de Breteuil, sa plus proche amie dans la communauté, s'inquiétait de ce changement. Marguerite avait toujours été réservée, mais cette mélancolie nouvelle avait quelque chose de troublant. Quand Clotilde tentait de lui parler, Marguerite éludait les questions, prétextant la fatigue ou des maux de tête. Elle semblait porter un fardeau trop lourd pour ses épaules, devait témoigner plus tard sœur Clotilde lors de l'enquête discrète menée par les autorités diocésaines. Parfois, je la surprenais en train de pleurer silencieusement pendant la prière. Quand je lui demandais ce qui la tourmentait, elle me répondait seulement « Priez pour moi, ma sœur, priez pour que j'aie le courage de faire ce qui est juste. » Cette phrase énigmatique devait prendre tout son sens quand on découvrit, 120 ans plus tard, les véritables raisons de l'angoisse de Marguerite. Le 15 décembre 1731, jour de la disparition, fut une journée particulièrement froide. La neige tombait depuis l'aube, recouvrant les jardins du couvent d'un manteau immaculé qui étouffait tous les bruits. Les religieuses s'étaient regroupées près des cheminées, filant et brodant en silence,
interrompant leur ouvrage seulement pour les offices. Marguerite, ce jour-là, semblait encore plus tendue qu'à l'ordinaire. Plusieurs sœurs remarquèrent qu'elle mangeait à peine, qu'elle ne cessait de jeter des regards vers la table où siégeait mère Agnès. Pendant l'office de vêpres, elle prit la parole lors des intentions de prière, demandant à Dieu de donner la force à ceux qui doivent révéler la vérité, même quand cette vérité peut causer de la peine. Cette prière étrange fit froncer les sourcils de mère Agnès, qui lança un regard interrogateur à Marguerite. Mais celle-ci baissa la tête et ne dit plus rien jusqu'à la fin de l'office. Après le souper, pris comme toujours en silence pendant qu'une religieuse lisait des passages de la vie des saints, Marguerite se dirigea vers la crypte pour ses dévotions personnelles. C'était une habitude qu'elle avait prise depuis son arrivée au couvent. Chaque soir, elle descendait dans la crypte pour prier seule devant le tombeau de Sainte Thérèse, dans le silence et le recueillement. Cette soirée du 15 décembre 1731 devait être la dernière fois qu'on la voyait vivante. Quand les cloches sonnèrent accomplies, le dernier office de la journée, Marguerite n'était pas revenue de la crypte. Sœur Clotilde, inquiète, descendit la chercher. Elle trouva la crypte vide, éclairée seulement par les cierges qui brûlaient devant les tombeaux. Le prie-Dieu, où Marguerite avait l'habitude de s'agenouiller, était vide. Son livre de prière personnel, un petit volume relié de cuir rouge qu'elle ne quittait jamais, était posé ouvert sur la dalle, à la page du psaume 51. « Ayez pitié de moi, ô Dieu, selon votre grande miséricorde. » L'alerte fut donnée immédiatement. Mère Agnès organisa des recherches dans tout le couvent. On fouilla chaque recoin, chaque cellule, chaque corridor. Les domestiques explorèrent les caves, les greniers, les dépendances. Rien. Marguerite avait disparu comme si la terre l'avait engloutie. L'enquête menée par les autorités diocésaines fut minutieuse. Monseigneur Charles-François de Mornay, évêque de Bayeux, dépêcha sur place son vicaire général, l'abbé Julien de Bréauté, homme d'expérience rompu aux affaires délicates. Chaque religieuse fut interrogée individuellement, sous le sceau du secret de la confession. Chaque domestique, chaque fournisseur, chaque paysan des environs fut questionné. Les témoignages concordaient. Personne n'avait vu Marguerite quitter le couvent. Les portiers juraient que toutes les issues étaient verrouillées selon la règle. Les murs d'enceinte, hauts de 4 mètres, étaient impraticables sans échelle. Les grilles des fenêtres étaient intactes. Le mystère semblait total. Mais l'abbé de Bréauté, homme d'une intelligence remarquable, nota plusieurs détails troublants. D'abord, l'attitude de mère Agnès pendant les interrogatoires. La supérieure, d'ordinaire si maîtresse d'elle-même, semblait nerveuse, évasive. Elle affirmait ne rien savoir des préoccupations de Marguerite, mais ses réponses manquaient de spontanéité. Ensuite, il y avait cette histoire de correspondance secrète. Plusieurs religieuses avaient mentionné que Marguerite travaillait depuis des mois sur les archives. Quand l'abbé demanda à examiner ces documents, mère Agnès prétendit que tout était parfaitement en ordre, mais elle refusa catégoriquement qu'un étranger fouille dans les papiers du couvent. Enfin, il y avait la famille de Marguerite. Le comte de Beaulieu, prévenu de la disparition de sa fille, se contenta d'une réponse laconique. Elle a fait son choix, que la volonté de Dieu soit faite. Cette indifférence glaciale étonna l'abbé qui s'attendait à voir un père éploré exiger des explications. L'hiver 1731-1732 fut marqué par une série d'événements étranges au couvent de Sainte-Thérèse. Les religieuses rapportèrent des bruits inexpliqués pendant la nuit, des gémissements sourds qui semblaient monter des profondeurs de la terre, des pas dans les couloirs alors que toutes les sœurs étaient dans leurs cellules, des portes qui se fermaient sans raison apparente. Mère Agnès attribua ces phénomènes à l'émotion causée par la disparition de Marguerite. Elle multiplia les prières, les jeûnes, les exercices spirituels pour apaiser les esprits troublés. Mais les incidents se multiplièrent. Un matin, on découvrit que la bibliothèque avait été mise sens dessus-dessous. Des livres étaient éparpillés sur le sol, des manuscrits déchirés, des encriers renversés. Mère Agnès accusa les novices d'avoir mal fermé la porte, permettant aux rats de causer ces dégâts.
Mais plusieurs sœurs affirmèrent avoir entendu des voix dans la bibliothèque au milieu de la nuit. Quelques jours plus tard, ce fut la sacristie qui fut trouvée en désordre. Les vases sacrés avaient été déplacés, les ornements froissés, les cierges éteints. Cette fois, Mère Agnès ordonna des rondes nocturnes pour surveiller les bâtiments. Mais le plus troublant était l'attitude de certaines religieuses. Sœur Clotilde, l'amie de Marguerite, était devenue taciturne, presque hostile. Elle évitait le regard de Mère Agnès et se montrait réticente à participer aux offices. Quand on lui demandait ce qui la préoccupait, elle répondait seulement « Marguerite n'est pas partie. Elle est toujours parmi nous. Elle attend. » Cette phrase énigmatique troublait profondément la communauté. Que voulait dire Clotilde? Avait-elle des informations sur la disparition de son amie? Ou son esprit avait-il basculé dans la folie mystique? Au printemps 1732, les incidents cessèrent aussi brutalement qu'ils avaient de commencer. Le couvent retrouva sa sérénité apparente. On ne parla plus de Marguerite que pour prier pour le repos de son âme. Officiellement, elle était partie rejoindre un ordre contemplatif dans une région éloignée. Cette version, encouragée par la hiérarchie, finit par être acceptée par tous. Seule sœur Clotilde refusait d'oublier. Jusqu'à sa mort en 1769, elle continua à affirmer que Marguerite était toujours au couvent, quelque part dans les profondeurs de la terre, attendant que justice soit rendue. Si cette histoire vous glace déjà le sang, imaginez ce qu'ont ressenti les ouvriers qui, 120 ans plus tard, allèrent découvrir que Clotilde avait peut-être raison. L'année 1789 marqua un tournant dans l'histoire de France. La Révolution balaya l'ancien ordre et l'Église catholique fut l'une de ses premières victimes. Le 2 novembre 1789, l'Assemblée nationale vota la nationalisation des biens du clergé. Les couvents et monastères furent fermés, leurs occupants dispersés ou emprisonnés. Le couvent de Sainte-Thérèse ne fut pas épargné. En février 1790, un détachement de gardes nationaux vint signifier aux religieuses l'ordre d'évacuation. Mère Agnès de Montclair était morte depuis 45 ans, emportant ses secrets dans la tombe. Sa successeur, Mère Françoise de Bonneval, tenta vainement de négocier un délai. Les religieuses furent dispersées aux 4 vents. Certaines trouvèrent refuge dans des familles sympathisantes. D'autres émigrèrent en Angleterre ou dans les États allemands. Quelques-unes périrent sur l'échafaud pendant la Terreur. La plupart disparurent dans l'anonymat de la tourmente révolutionnaire. Le couvent fut pillé méthodiquement. Les révolutionnaires emportèrent tout ce qui avait de la valeur. Les vases sacrés, les ornements brodés d'or, les tableaux des maîtres, les manuscrits enluminés. Ce qui ne pouvait pas être vendu fut détruit par fanatisme ou par négligence. Mais curieusement, les pillards évitèrent la crypte, peut-être par superstition, peut-être par respect pour les morts. Ils se contentèrent de voler les ornements des tombeaux sans toucher aux sépultures elles-mêmes. Les dalles de pierre, trop lourdes pour être facilement déplacées, restèrent en place. Pendant 60 ans, de 1790 à 1850, le couvent de Sainte-Thérèse resta abandonné. Les toitures s'effondrèrent, les murs se lézardèrent, la végétation envahit les cours. Seule la crypte, protégée par ses voûtes massives et sa position souterraine, résista relativement bien aux outrages du temps. Les paysans de la région évitaient de s'approcher des ruines. Ils racontaient que des lumières étranges dansaient parfois entre les pierres écroulées, que des chants grégoriens s'élevaient des décombres les nuits de pleine lune. Ces superstitions, colportées de génération en génération, maintenaient vivace le souvenir des mystères qui avaient hanté ce lieu. En 1851, sous le Second Empire, l'Église catholique française connut un renouveau spectaculaire. Napoléon III, soucieux de se concilier les bonnes grâces du clergé, encouragea la restauration des monuments religieux. L'évêque de Bayeux, Monseigneur Flavien Hugonin, homme d'action et de culture, décida de restaurer l'ancien couvent de Sainte-Thérèse pour en faire un pensionnat pour jeunes filles de la bourgeoisie. Le projet était ambitieux. Il s'agissait de reconstruire entièrement les bâtiments conventuels, de restaurer la chapelle, de réaménager les jardins.
Pour mener à bien cette entreprise, l'évêque fit appel à Eugène Viollet-le-Duc, l'architecte le plus réputé de l'époque en matière de restauration des monuments gothiques. Viollet-le-Duc, passionné par l'archéologie médiévale, accepta le projet avec enthousiasme. Il voyait dans ce couvent normand un exemple remarquable de l'art gothique français, digne d'être sauvé de la ruine. Les travaux commencèrent au printemps 1851, dirigés par l'entrepreneur Auguste Dubois, un homme d'expérience qui avait déjà participé à la restauration de plusieurs monuments historiques. Les ouvriers qui se mirent au travail étaient pour la plupart des artisans locaux, maçons, charpentiers, couvreurs, verriers. Ils connaissaient les légendes qui entouraient le couvent abandonné, mais leur pragmatisme normand les rendait peu sensibles aux superstitions. Ils avaient un travail à faire et ils le feraient consciencieusement. Les premiers mois se déroulèrent sans incident notable. On déblaya les décombres, on consolida les murs, on refait les toitures. La chapelle, miraculeusement préservée, retrouva peu à peu sa splendeur d'antan. Les jardins furent redessinés selon les plans de l'époque classique. Mais quand vint le moment de s'attaquer à la crypte, les choses se compliquèrent. C'est en juin 1851 que les ouvriers pénétrèrent dans la crypte pour la première fois depuis 60 ans. L'endroit était dans un état de conservation remarquable. Les voûtes romanes, taillées dans le calcaire dur, avaient résisté au temps. Les tombeaux des fondatrices, bien qu'un peu endommagés par les pillards révolutionnaires, étaient encore en place. Mais ce qui frappa immédiatement les ouvriers, ce fut l'atmosphère particulière de ce lieu. L'air était lourd, oppressant, chargé d'une humidité glacée qui semblait pénétrer jusqu'aux os. Les flammes des torches vacillaient étrangement, comme si des courants d'air invisibles les agitaient. Et puis, il y avait ce silence, un silence si dense qu'il semblait presque tangible. Jean-Baptiste Leclerc, le contremaître chargé de superviser les travaux dans la crypte, était un homme solide, peu impressionnable. Fils et petit-fils de maçon, il avait l'habitude des chantiers difficiles. Mais dès qu'il pénétra dans la crypte, il ressentit un malaise inexplicable. C'était comme si quelqu'un nous observait. Devait-il confier plus tard à sa femme? J'avais sans cesse l'impression qu'une présence invisible rôdait autour de nous. Les travaux dans la crypte consistaient principalement à nettoyer les dalles, à consolider les voûtes et à installer un système de drainage pour évacuer l'humidité. C'était un travail minutieux qui exigeait de déplacer certaines pierres tombales pour accéder aux fondations. C'est en soulevant une dalle particulièrement massive, située juste devant l'autel de Sainte-Thérèse, que les ouvriers firent leur première découverte troublante. Sous la pierre, ils trouvèrent une cavité qu'aucun plan ne mentionnait. Cette cache, taillée dans le roc, contenait plusieurs objets étranges. Des fragments de parchemin noircis, des débris de tissus, et surtout, chose inexplicable, des traces de griffures sur les parois de pierre. Ces griffures étaient profondes, comme si quelqu'un avait gratté la pierre avec une force désespérée. Elles formaient des motifs chaotiques, presque frénétiques, qui évoquaient une souffrance indicible. Au centre de la cavité, les ouvriers découvrirent également des taches brunes qui ressemblaient à du sang séché. Leclerc, troublé par cette découverte, fit appel à son patron, Auguste Dubois. Celui-ci examina attentivement la cavité et les objets qu'elle contenait. En homme d'expérience, il comprit immédiatement qu'il se trouvait face à quelque chose d'exceptionnel, peut-être même de dangereux. « Nous n'allons pas plus loin sans en référer à Monseigneur », déclara Dubois. « Cette découverte dépasse notre compétence. » Mais les ouvriers, piqués par la curiosité, continuèrent leurs investigations. En explorant plus minutieusement la cavité, ils découvrirent qu'elle communiquait avec un réseau de galeries souterraines, creusées dans le calcaire. Ces galeries, probablement très anciennes, serpentaient sous les fondations du couvent. C'est en explorant la plus large de ces galeries que Jean-Baptiste Leclerc fit la découverte qui allait changer le cours de l'histoire. Au fond de la galerie principale, dans une alcôve naturelle formée par l'érosion du calcaire, Leclerc découvrit ce qui restait d'un être humain. Les ossements, parfaitement conservés grâce à la sécheresse du lieu,
étaient disposés dans une position qui glaça le sang du contremaître. Le squelette était recroquevillé contre la paroi rocheuse, les mains crispées vers le plafond, comme si la personne avait lutté jusqu'au bout contre une mort atroce. Mais ce qui terrorisa vraiment le clerc, ce fut la découverte, près des ossements, d'un petit carnet relié de cuir rouge. Ce carnet, miraculeusement préservé par l'atmosphère sèche de la galerie, contenait des dizaines de pages d'écriture manuscrite, rédigées dans une langue que le clerc ne savait pas lire mais qu'il identifia comme du latin. Tremblant d'émotion, il remonta à la surface et fit immédiatement appel à Auguste Dubois. Celui-ci, comprenant la gravité de la situation, envoya aussitôt un message à l'évêché de Bayeux. Dans les heures qui suivirent, monseigneur Hugonin en personne se rendit sur le chantier, accompagné de son secrétaire, l'abbé Prosper Guéranger, homme d'une érudition remarquable. L'examen du carnet par l'abbé Guéranger révéla une vérité si troublante qu'elle remit en question tout ce que l'on croyait savoir sur la disparition de sœur Marguerite de Beaulieu. Le carnet était un journal intime, rédigé en latin par Marguerite elle-même. Les premières pages, datées de l'automne 1731, décrivaient ses recherches dans les archives du couvent. Marguerite y détaillait ses découvertes sur les détournements de fonds, sur la correspondance secrète de Mère Agnès, sur les informations vendues aux espions du roi. Mais ce qui bouleversa les lecteurs, ce furent les dernières pages du carnet, écrites dans des conditions manifestement dramatiques. L'écriture, d'abord régulière et soignée, devenait de plus en plus tremblante, presque illisible. Les phrases se faisaient courtes, hachées, comme si l'auteur luttait contre l'épuisement et la peur. Ces pages révélaient les circonstances exactes de la disparition de Marguerite. Le 15 décembre 1731, elle avait décidé de confronter Mère Agnès à ses découvertes. Elle exigeait que la supérieure cesse ses malversations et confesse publiquement ses crimes. Mère Agnès, prise de panique, avait feint d'accepter, mais elle avait secrètement drogué le verre de vin que Marguerite buvait chaque soir avant ses dévotions. Quand la jeune religieuse s'était évanouie dans la crypte, Mère Agnès l'avait traînée jusqu'à la galerie souterraine qu'elle connaissait depuis longtemps. Cette galerie, creusée au XIVe siècle pour servir de refuge pendant la guerre de 100 ans, communiquait avec la crypte par une ouverture dissimulée derrière l'autel de Sainte Thérèse. Et là, dans cette galerie, Mère Agnès avait commis l'irréparable. Les dernières pages du carnet de Marguerite constituent l'un des témoignages les plus poignants et les plus terrifiants de l'histoire de la littérature française. Écrite dans l'obscurité totale, à tâtons, avec une plume de fortune trempée dans son propre sang, ces pages révèlent l'agonie d'une femme confrontée à la cruauté humaine dans ce qu'elle a de plus abject. Marguerite raconte comment elle a repris conscience dans la galerie souterraine, les mains et les pieds liés, la bouche bâillonnée avec un morceau de tissu. Mère Agnès se tenait au-dessus d'elle, tenant une torche qui projetait des ombres dansantes sur les parois humides. Dans cette lumière vacillante, le visage de la supérieure avait perdu toute trace de compassion chrétienne. C'était le masque de la cupidité et de la peur, déformé par 15 années de mensonges et de corruption. Vous auriez dû vous contenter de prier et de vous taire, avait dit Mère Agnès d'une voix glaciale. Vous auriez pu vivre heureuse dans l'ignorance. Mais vous avez voulu fouiller, découvrir, juger. Maintenant, vous allez payer le prix de votre curiosité. Mère Agnès expliqua alors à Marguerite l'ampleur de son système de corruption. Depuis 15 ans, elle détournait systématiquement les donations du couvent pour financer un train de vie luxueux. Elle possédait une maison secrète à Caen, où elle recevait des hommes de pouvoir, parlementaires et financiers, à qui elle vendait des informations sur les familles nobles, dont les filles étaient pensionnaires au couvent. Plus grave encore, elle faisait chanter certaines de ces familles en menaçant de révéler leurs secrets les plus intimes. Adultère, bâtard, dette de jeu, alliance secrète. Rien n'échappait à son réseau d'espionnage. Les jeunes pensionnaires, inconsciemment, lui fournissaient tous les renseignements dont elle avait besoin en racontant naïvement les conversations qu'elle surprenait chez elle. « Vous croyez servir Dieu ?» avait ricané Mère Agnès. « Mais moi, je sers des maîtres bien plus puissants.
Des hommes qui peuvent faire et défaire les réputations, qui peuvent enrichir ou ruiner d'un simple mot. J'ai plus de pouvoir entre ces murs que n'en a jamais eu aucune sainte. Marguerite, dans son carnet, décrit la terreur qui l'envahit quand elle comprit que Mère Agnès n'avait pas l'intention de la libérer. La supérieure avait déjà tout prévu. Elle expliquerait la disparition de Marguerite en prétendant que la jeune religieuse, rongée par des scrupules excessifs, avait fui le couvent pour se réfugier dans un ordre plus strict. La famille de Beaulieu, compromise dans l'affaire qui avait mené Marguerite au couvent, ne poserait aucune question embarrassante. « Cette galerie sera votre tombeau », avait annoncé Mère Agnès. « Personne ne vous trouvera jamais ici. Dans quelques années, quand vos os seront devenus poussière, je ferai murer définitivement l'entrée. Vous rejoindrez les autres âmes perdues qui hantent ces souterrains. » Car Marguerite n'était pas la première victime de Mère Agnès. La supérieure avoua avoir déjà fait disparaître, au cours des années précédentes, 2 autres religieuses qui avaient découvert ses activités. Sœur Bénédicte de Rouvray, en 1725, et sœur Cécile de Montmorency, en 1728. Leur disparition avait été expliquée de la même manière, et leur famille avait accepté les explications officielles. Vous voyez, avait conclu Mère Agnès avec un sourire cruel, Dieu protège ceux qui savent adapter sa parole aux nécessités du monde. Vous n'étiez qu'une idéaliste naïve. Le monde n'a pas de place pour les idéalistes. Sur ces mots, Mère Agnès avait quitté la galerie, emportant la torche et plongeant Marguerite dans une obscurité totale. Elle avait scellé l'entrée de la galerie avec une pierre massive, condamnant la jeune religieuse à une mort lente et atroce. Ce qui suit dans le carnet de Marguerite dépasse en horreur tout ce que l'imagination humaine peut concevoir. Seule dans l'obscurité glaciale, privée de nourriture et d'eau, elle lutta pendant des jours contre la folie et le désespoir. Ses premières pages après l'emprisonnement témoignent encore d'une foi inébranlable. Elle prie, récite des psaumes, implore Dieu de lui donner la force de pardonner à son bourreau. Mais au fil des jours, le ton change. La faim et la soif commencent à déliter sa raison. Elle entend des voix, voit des visions, dialogue avec des interlocuteurs invisibles. Parfois, elle croit entendre les chants de ses consoeurs qui célèbrent les offices au-dessus d'elle. Elle hurle, supplie, frappe les parois de pierre jusqu'à s'écorcher les mains. 3e jour, je crois. Mes lèvres sont sèches comme du parchemin. J'ai léché les parois pour recueillir l'humidité qui suinte du calcaire. Le goût est amer, terreux. Mes prières se mélangent aux gémissements que je ne peux plus retenir. Seigneur, pourquoi m'avez-vous abandonné? 5e jour, peut-être le 6e. Je n'arrive plus à compter. Les crampes me tordent le ventre. J'ai mangé un morceau de cuir arraché à ma chaussure. La faim est une bête sauvage qui me dévore de l'intérieur. Je comprends maintenant pourquoi les martyrs suppliaient leurs bourreaux d'abréger leur souffrance. Je ne sais plus quel jour nous sommes. Le temps n'existe plus dans cette obscurité. J'ai trouvé une pierre pointue. J'ai gravé mes accusations sur la paroi pour que la vérité survive à ma chair. Si quelqu'un trouve un jour ces mots, qu'il sache que Mère Agnès de Montclair est une meurtrière. Qu'il sache que la justice de Dieu finira par triompher. Les dernières pages du carnet sont presque illisibles. L'écriture devient tremblante, incohérente. Marguerite délire, s'adresse à sa mère morte, confesse des péchés imaginaires, récite des fragments de latin entremêlés de supplications pathétiques. J'entends des pas. Quelqu'un vient... Non, c'est encore une hallucination. Mes ongles sont usés jusqu'à la chair. J'ai gratté la pierre jusqu'au sang. Mes doigts ne sont plus que plaies et os. Seigneur, reprenez mon âme, je n'en peux plus. La soif est pire que tout. Ma langue a gonflé dans ma bouche, je n'arrive plus à déglutir. Parfois, je sens le goût du sang. Je crois que je me mords la langue sans m'en rendre compte. Pardonnez-moi, mon Dieu. Pardonnez-moi d'avoir voulu faire le bien. La dernière phrase du carnet, tracée d'une main défaillante, résume tout le désespoir de cette femme exceptionnelle confrontée à l'échec de ses idéaux. Mater misericordiae,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Mère de miséricorde, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Si ces révélations vous glacent d'horreur, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la cruauté humaine quand elle se dissimule derrière la religion. Votre engagement nous encourage à continuer à déterrer ces histoires que l'histoire officielle a voulu ensevelir. La lecture du carnet de Marguerite bouleversa profondément Monseigneur Hugonin et l'abbé Guéranger. Ces hommes d'église, habitués aux bassesses humaines par leur ministère, se trouvaient confrontés à un crime d'une ampleur qui dépassait leur entendement. Comment une femme consacrée à Dieu avait-elle pu commettre de tels actes? Comment l'institution qu'ils servaient avait-elle pu abriter un tel monstre? Mais au-delà de l'émotion, il y avait une question pratique redoutable. Que faire de cette découverte? Révéler publiquement l'affaire risquait de porter un coup terrible à la réputation de l'Église, déjà ébranlée par les bouleversements révolutionnaires. En pleine campagne de restauration du catholicisme français, un tel scandale pourrait compromettre des années d'efforts. Monseigneur Hugonin décida de mener une enquête discrète pour vérifier l'authenticité des accusations portées par Marguerite. Il chargea l'abbé Guéranger de consulter les archives diocésaines pour retrouver la trace des deux autres religieuses mentionnées dans le carnet, sœur Bénédicte de Rouvray et sœur Cécile de Montmorency. Les recherches de l'abbé confirmèrent les affirmations de Marguerite. Les deux religieuses avaient effectivement disparu dans les circonstances décrites, et leurs familles avaient accepté sans broncher les explications officielles. Plus troublant encore, l'abbé découvrit dans les comptes du couvent des irrégularités flagrantes pendant la période où mère Agnès dirigeait l'établissement. Des donations importantes n'apparaissaient pas dans les livres de comptes. Des propriétés léguées au couvent avaient été mystérieusement vendues à des prix dérisoires à des acquéreurs dont les noms revenaient dans la correspondance secrète découverte par Marguerite. Tout concordait. Mère Agnès de Montclerc avait effectivement dirigé pendant 15 ans un système de corruption d'une ampleur considérable. Mais il y avait plus grave. En fouillant dans les archives notariales de Caen, l'abbé Guéranger découvrit que mère Agnès possédait effectivement une maison dans cette ville, achetée sous un faux nom en 1720. Cette maison, située dans un quartier discret, avait été le théâtre de réunions secrètes où se retrouvaient des personnalités influentes de la région. L'abbé identifia plusieurs de ces personnalités grâce au registre de l'époque. Il y avait là des parlementaires, des financiers, des courtisans, tous liés d'une manière ou d'une autre aux familles dont les filles étaient pensionnaires au couvent. Le réseau d'espionnage et de chantage mis en place par mère Agnès était d'une sophistication remarquable. Ces découvertes posaient un problème moral et politique considérable. Révéler l'affaire signifiait compromettre des familles entières, dont certaines occupaient encore des positions importantes sous le Second Empire. Les répercussions politiques pouvaient être considérables. Après 3 mois d'enquête secrète, Monseigneur Hugonin prit une décision qui allait sceller le destin de cette affaire pour plus d'un siècle. Le 15 septembre 1851, il convoqua dans son bureau tous ceux qui avaient eu connaissance de la découverte. Auguste Dubois, Jean-Baptiste Leclerc, l'abbé Guéranger et Viollet-le-Duc. « Messieurs, déclara l'évêque d'une voix grave, nous nous trouvons face à un dilemme terrible. La vérité que nous avons découverte est accablante, mais la révéler publiquement causerait plus de mal que de bien. L'Église traverse une période difficile. Elle a besoin de confiance, pas de scandale. » L'évêque expliqua sa décision. Le carnet de Marguerite et les ossements découverts dans la galerie seraient déposés dans les archives secrètes du Vatican, sous le sceau du plus grand secret. L'entrée de la galerie serait murée définitivement. Les travaux de restauration se poursuivraient, comme si rien ne s'était passé. « Nous ne pouvons pas ressusciter les morts », poursuivit Monseigneur Hugonin. « Mais nous pouvons éviter que leurs souffrances causent d'autres souffrances. Mère Agnès de Montclerc est morte depuis longtemps. La justice de Dieu s'est déjà exercée sur elle. À nous de protéger les vivants. » Cette décision ne se fit pas sans débat.
L'abbé Guéranger, homme d'une droiture exemplaire, plaida pour que la vérité soit révélée, ne serait-ce que pour réhabiliter la mémoire de Marguerite. Viollet-le-Duc, en tant que laïc, se sentait moins tenu par les considérations diplomatiques de l'Église. Mais monseigneur Hugonin tint bon. Il fit signer à tous les témoins un engagement solennel de garder le secret sur leur découverte. Cet engagement était assorti de menaces temporelles et spirituelles qui dissuadèrent toute velléité de révélation. Auguste Dubois reçut une somme considérable pour prix de son silence et de celui de ses ouvriers. Jean-Baptiste Leclerc fut muté sur un chantier dans une région éloignée, avec une augmentation de salaire qui compensa largement ce déracinement. Viollet-le-Duc, bien que réticent, accepta de se taire en échange de commandes prestigieuses pour d'autres restaurations. Seul l'abbé Guéranger garda une trace écrite de l'affaire. Dans un dossier secret conservé dans ses archives personnelles, il consigna tous les détails de l'enquête, tous les documents découverts, toutes les preuves de la culpabilité de Mère Agnès. Ce dossier, selon ses instructions, ne devait être ouvert qu'un siècle après sa mort. Les travaux de restauration du couvent reprirent comme si rien ne s'était passé. L'entrée de la galerie souterraine fut murée avec un soin méticuleux, et l'autel de Sainte-Thérèse fut reconstruit par-dessus. Aucune trace visible ne subsistait de la découverte macabre. Les ouvriers qui avaient participé aux fouilles furent dispersés sur d'autres chantiers. Ceux qui tentèrent de parler se heurtèrent à l'incrédulité générale. Qui aurait cru de simples maçons accusant l'Église de cacher un crime vieux de plus d'un siècle? Seul Jean-Baptiste Leclerc garda une trace tangible de l'affaire. Avant de quitter le chantier, il avait secrètement prélevé un fragment du carnet de Marguerite, une page où la jeune religieuse décrivait les tortures qu'elle endurait. Cette page, il la conserva précieusement jusqu'à sa mort, la transmettant à son fils, avec l'instruction de ne jamais l'oublier. Le couvent restauré ouvrit ses portes en 1853. Transformé en pensionnat pour jeunes filles de la bourgeoisie, il accueillit pendant près de 50 ans les filles des meilleures familles de Normandie. Ironie du sort, c'est exactement le type d'établissement que Mère Agnès de Montclerc avait rêvé de diriger. Un lieu où l'argent et l'influence comptaient plus que la spiritualité. Les pensionnaires et leurs professeurs ne soupçonnaient rien du drame qui s'était joué un siècle plus tôt sous leurs pieds. Parfois, cependant, certaines jeunes filles prétendaient entendre des bruits étranges dans la chapelle, des gémissements sourds qui semblaient monter des profondeurs de la terre. Mais ces témoignages étaient attribués à l'imagination fertile des adolescentes. En 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État entraîna la fermeture du pensionnat. Le couvent fut vendu à un particulier qui le transforma en château de plaisance. Pendant les 2 guerres mondiales, il servit successivement d'hôpital militaire et de centre de réfugiés. Aujourd'hui, le couvent de Sainte-Thérèse est devenu un hôtel de luxe, fréquenté par une clientèle fortunée qui vient chercher le charme de l'authentique dans un cadre historique. Les clients ne se doutent pas qu'ils dorment au-dessus du tombeau de 3 femmes assassinées par celles qui auraient dû les protéger. L'affaire du couvent de Sainte-Thérèse illustre parfaitement les mécanismes par lesquels l'histoire officielle se construit en éliminant tout ce qui pourrait ternir l'image des institutions dominantes. Pendant plus d'1 siècle et demi, le crime de Mère Agnès de Montclerc est resté enfoui sous le poids du silence institutionnel. Mais les familles des victimes ont-elles vraiment ignoré la vérité? L'attitude des Beaulieu lors de la disparition de leur fille suggère qu'ils en savaient plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Peut-être avaient-ils été contactés par les complices de Mère Agnès, peut-être avaient-ils reçu des menaces, peut-être avaient-ils préféré le silence à un scandale qui aurait ruiné leur réputation. Cette hypothèse est renforcée par la découverte, dans les années 1920, d'un document troublant dans les archives du château de Courville-sur-Eure, ancien domaine de la famille de Beaulieu. Il s'agit d'une lettre datée de 1732, 1 an après la disparition de Marguerite, dans laquelle le comte Armand de Beaulieu écrit à son frère « L'affaire de notre pauvre Marguerite est définitivement close. Il faut nous résigner à ne jamais connaître la vérité sur son sort. Certains secrets sont trop dangereux pour être révélés. » Cette lettre suggère que la famille de Beaulieu
avait ses propres soupçons sur les circonstances de la disparition de Marguerite, mais qu'elle avait choisi de se taire pour des raisons qui nous échappent encore. Il en va de même pour les familles de Rouvray et de Montmorency, dont les filles avaient également disparu dans des circonstances mystérieuses. Leurs archives familiales, consultées discrètement au début du XXe siècle par des historiens indépendants, contiennent des allusions troublantes à des affaires délicates qui auraient nécessité la plus grande discrétion. Tout se passe comme si un réseau de silence s'était organisé autour des crimes de Mère Agnès de Montclerc, impliquant non seulement l'Église, mais aussi les familles des victimes. Cette omerta, maintenue pendant des générations, explique pourquoi l'affaire n'a jamais fait surface malgré les indices qui s'accumulaient. En 1951, 100 ans après la découverte des ossements de Marguerite, l'abbé Guéranger étant mort depuis longtemps, son dossier secret fut ouvert selon ses instructions. Le contenu de ce dossier, conservé dans les archives privées de sa famille, révéla enfin au grand jour l'ampleur du scandale étouffé par l'Église. Mais même cette révélation ne suscita qu'un intérêt limité. En pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, la France avait d'autres priorités que de ressasser les crimes d'un passé lointain. Les quelques historiens qui tentèrent de donner une publicité à l'affaire se heurtèrent à l'indifférence générale et aux pressions discrètes de l'establishment religieux. Il fallut attendre les années 1970 et la libéralisation des mœurs pour que l'histoire de sœur Marguerite de Beaulieu trouve enfin un écho dans l'opinion publique. Plusieurs livres d'histoire furent publiés, quelques documentaires télévisés réalisés, mais toujours avec la prudence de mise quand on évoque les zones d'ombre de l'histoire religieuse. Aujourd'hui encore, l'Église catholique n'a jamais reconnu officiellement les crimes commis au couvent de Sainte-Thérèse. Dans ses archives, Marguerite de Beaulieu est toujours mentionnée comme ayant quitté le couvent en 1731 pour des raisons personnelles. Mère Agnès de Montclerc figure toujours dans la liste des supérieures méritantes qui ont honoré l'ordre bénédictin. Cette persistance du déni officiel pose des questions dérangeantes sur la capacité des institutions à reconnaître leurs erreurs et à faire leur examen de conscience. Combien d'autres affaires similaires dorment-elles encore dans les archives secrètes? Combien d'autres victimes attendent-elles encore que justice leur soit rendue? L'histoire de Marguerite de Beaulieu n'est peut-être que la partie émergée d'un iceberg bien plus massif. Dans toute l'Europe, les couvents et monastères du XVIIIe siècle ont abrité des secrets que l'histoire officielle a préféré oublier. Des témoignages fragmentaires, des allusions troublantes, des disparitions inexpliquées parsèment les chroniques de l'époque sans jamais être approfondies. Que cachent réellement ces institutions qui se prétendaient au service de Dieu? Combien de mères Agnès de Montclerc ont-elles exercé leur pouvoir dans l'ombre, protégées par le respect aveugle que les fidèles portaient à l'Église? Combien de Marguerites de Beaulieu ont-elles payé de leur vie leur soif de vérité et de justice? Ces questions dérangeantes continuent de hanter notre époque. En 2019, quand l'incendie de Notre-Dame de Paris a révélé des squelettes murés dans les fondations de la cathédrale, beaucoup ont pensé à l'histoire de Sainte-Thérèse. Ces découvertes, rapidement occultées par les autorités, rappellent que l'histoire recèle encore de nombreux mystères que certains préféreraient voir rester enfouis à jamais. Pensez-vous que toute la vérité a été révélée dans cette histoire? Croyez-vous que Marguerite de Beaulieu et ses compagnes d'infortune ont enfin trouvé la paix qu'elles méritaient? Ou estimez-vous qu'il reste encore des secrets à découvrir dans les profondeurs de notre passé religieux? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres mystères de l'histoire. Et surtout, partagez cette histoire avec tous ceux qui, comme vous, croient que la vérité finit toujours par triompher, même quand elle met des siècles à émerger des ténèbres du silence.